L'argent, c'est souvent un sujet qu'on n'aborde pas trop chez les femmes. Or, c'est la condition en fait de la liberté. C'est une des violences qui fait partie des violences les plus invisibles. Ça peut arriver à n'importe quel âge et ça peut surtout arriver dans n'importe quel milieu. Nous, les femmes, tout au long de notre parcours de vie, on va s'appauvrir. Le 50-50, c'est très bien si chacun perçoit le même niveau de revenu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Financier Show. On est hyper contente de vous retrouver et aujourd'hui on va parler des violences économiques, qui est un type de violence dont on parle assez peu aujourd'hui et qui pourtant fait partie du scope des violences faites aux femmes. Et pour aborder ce sujet, je suis avec Jessica et Valérie. Donc bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Avec plaisir. Je vous laisse vous présenter. Jessica, tu commences ? Moi, je m'appelle Jessica Stéphan. Je suis référente parcours victime, c'est-à-dire que j'accompagne des victimes de violences conjugales, violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles. Et j'accompagne aussi les familles endeuillées par féminicide. Et en parallèle de ça, je suis formatrice des professionnels dans la prise en charge pluridisciplinaire des victimes. Bonjour, Valérie Lyon, je suis journaliste, rédactrice en chef de Vive Média, qui est un média que nous avons lancé au sein du groupe Bayard il y a 3 ans, au service de l'indépendance économique et financière des femmes. Donc c'est un média qui diffuse une newsletter, des podcasts, des vidéos. Nous avons des événements aussi, un forum annuel. Nous faisons un baromètre sur les femmes et l'argent. Et évidemment, le sujet des violences économiques est dans le scope de nos différents sujets que nous traitons. Donc du coup, on aborde ce sujet, comme je le dis, parce que voilà, ce mois-ci, alors, on a le 25 novembre spécifiquement, mais du coup, on utilise tout le mois parce qu'il n'y a jamais assez de visibilisation, en fait, du coup, des femmes qui sont en situation de violence. Et notamment le scope de violence économique, comme je disais, c'est un scope qu'on n'aborde pas assez. Est-ce que vous pourriez me dire chacune de quoi on parle, en fait, quand on parle de violence économique ? Qu'est-ce qui signifie ce terme ? Alors en fait, les violences économiques, c'est un des marqueurs de contrôle coercitif, ce qu'on appelle le contrôle coercitif, et c'est le moment où dans le couple, on va basculer vers de la domination, où l'un va prendre l'ascendant sur l'autre et le soumettre. Donc c'est un des marqueurs de contrôle coercitif qui s'accompagne souvent avec une dévalorisation, des micro-régulations du quotidien. Et en fait, le meilleur moyen d'empêcher une victime de partir, c'est de lui enlever ses moyens financiers pour le faire et pour qu'elle lui enlever son autonomie financière. Donc c'est, on va dire, dans les premières marches des violences conjugales au sein du couple. Oui, pour compléter, je dirais, c'est comme Jessica l'explique très bien, c'est vraiment l'utilisation de l'argent comme un moyen de contrôle et de domination. Et donc, c'est vrai que l'argent, c'est souvent un sujet qu'on n'aborde pas trop chez les femmes. Or, c'est la condition, en fait, de la liberté, de l'indépendance. Et donc, très vite, ça peut se retourner comme un outil, effectivement, de contrôle et de domination. C'est une des violences qui fait partie des violences les plus invisibles, alors qu'au contraire, on peut très facilement la matérialiser pour les professionnels. Par exemple, les banquiers ont des outils spécifiques qui pourraient aider à la détection et au repérage des victimes de violences économiques. Souvent, les victimes ne sont pas conscientes elles-mêmes de subir des violences économiques. Oui, parce que c'est ce qu'on disait quand on préparait l'épisode, c'est qu'en fait, les violences économiques ne sont même pas perçues dans le scope des violences. Absolument. Alors, elles commencent à l'être. Ce qui est intéressant, c'est le fameux numéro 3919, qui est le numéro d'appel d'urgence pour les violences faites aux femmes dans son ensemble. Et donc, c'est Solidarité Femmes qui gère ce numéro d'appel et qui fait chaque année une enquête sur la nature des appels et donc quelles sont les violences que les femmes, puisque c'est à plus de 95% des femmes qui appellent, quelles sont les violences qu'elles font remonter. Dans les enquêtes donc de Solidarité Femmes, on voit que 26% des appels en fait concernent des violences économiques. Donc c'est énorme parce que c'est en fait un appel sur 4 finalement, où ce que va raconter la femme victime, c'est de l'ordre de la violence économique. Et c'est vrai que c'est une violence dont les femmes ne sont pas forcément conscientes parce que ça commence par des choses
choses qui sont qui sont insidieuses. Ça peut commencer par des reproches dans le couple sur ce que la femme a acheté, le prix qu'elle a payé pour certaines choses, ou ça peut être le fait d'utiliser l'argent pour, par exemple, aller, jouer au PMU, etc., alors que l'argent a été réservé pour les enfants, ou des choses comme ça. Et c'est pas tout de suite perçu comme une violence, en fait. C'est perçu comme un dysfonctionnement ou une difficulté quotidienne et qui peut s'installer et grandir et devenir une violence et prendre des formes beaucoup plus importantes. Ouais, absolument. On a un sondage IFOP très intéressant qui a été rendu public en 2023, qui a été réalisé par Les Glorieuses et qui indique que 41% des femmes sont ou seront victimes de violences économiques. Ah ouais, on est sur une proportion de relations toxiques qui dévient souvent sur l'engrenage des violences économiques. Donc, même si les femmes ne subissent pas de violences plus importantes, les violences économiques, c'est un gros sujet et elles sont très présentes dans la société aujourd'hui. Ouais, je suis choquée par ce chiffre de 41%. Ouais, c'est clair. On y reviendra. Mais déjà, pour que les gens comprennent aussi pourquoi est-ce que c'est vous qui prenez la parole dans cet épisode aujourd'hui. Enfin, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à parler de ces violences économiques dans vos carrières aujourd'hui, parce que c'est toutes les deux votre métier. Comment vous en êtes arrivé à parler de ce sujet-là ? Alors moi, c'est vraiment d'un point de vue professionnel en tant qu'observatrice et donc en pilotant Vive Média, donc ce média au service de l'indépendance économique et financière des femmes, on s'intéresse au rapport des femmes à l'argent. Donc on s'intéresse à plusieurs choses. On s'intéresse à l'argent que gagnent les femmes, donc la question des inégalités salariales, à la façon dont les femmes dépensent leur argent, donc par exemple dans un foyer, qui s'occupe de quoi en termes de dépenses? Est-ce que les femmes sont en mesure de se constituer un patrimoine personnel, voilà. Et donc nous, on est convaincus que l'indépendance économique et financière, c'est vraiment la clé de l'égalité femmes-hommes, parce que tant que vous n'avez pas cette indépendance, vous n'avez pas de liberté de choix et d'action, en fait. Et donc, j'en suis venue à m'intéresser aux violences économiques en regardant ce qui se faisait, notamment dans les banques. Jessica évoquait les banques, et c'est vrai qu'il y a une banque qui a été un petit peu pionnière dans le fait de s'intéresser à ce sujet, parce qu'il y a une femme qui s'appelle Paola Vieira qui, au sein d'une branche de BNP Paribas, a commencé à s'intéresser à ce sujet des violences économiques. Et en fait, j'ai été la première journaliste à qui elle en a parlé, en fait. Donc, on a fait un sujet dans Vive Média il y a bientôt 2 ans sur cette thématique. Et c'est vrai que le sujet n'avait pas encore forcément émergé dans les médias. Autant le sujet des violences sexuelles et sexistes est très présent depuis plusieurs années, autant ce sujet des violences économiques n'avait pas émergé dans les médias. Et donc moi, j'ai été vraiment sensibilisée par Paola, qui a travaillé sur le sujet et déjà qui a contribué à faire comprendre ce qu'étaient les violences économiques, à les définir effectivement, comme vient de le faire aussi Jessica. Il faut savoir que ces violences, elles ont une définition qui est notamment dans la Convention d'Istanbul, et qui est une convention que tous les pays signataires se sont engagés à appliquer, à respecter, et il y a un objectif de lutte contre les violences conjugales et les violences faites aux femmes, dont les violences économiques. Mais par exemple, en France, et je parle sous le contrôle de Jessica, il n'y a pas de définition légale des violences économiques, alors que par exemple en Grande-Bretagne, ça a été inscrit dans la loi. Donc moi, c'est vraiment en tant qu'observatrice, et puis ensuite j'ai rencontré des femmes, j'ai rencontré Jessica, j'ai rencontré d'autres femmes qui ont été victimes, ont rencontré, et je me suis rendu compte de l'ampleur du phénomène et aussi vraiment de sa multiplicité, c'est-à-dire ça va du fait de utiliser le code de carte bancaire, et c'est vrai que quand on est dans un couple, on s'aime, on se dit on partage tout. Non, on partage pas son code de carte bancaire. Voilà. Parce qu'il peut y avoir des abus. Voilà, et puis on a toujours un compte bancaire personnel, par exemple. Mais on reparlera après peut-être des conseils, et je laisse Jessica. Oui. Alors moi, il y a 2 raisons qui m'ont fait me pencher sur le sujet des violences économiques. Déjà, je suis une survivante de violences conjugales. J'ai vécu 10 années de violences conjugales et beaucoup de violences économiques, puisque mon bourreau avait souscrit des dettes en mon nom. Et en parallèle de ça, je travaille dans un établissement bancaire.
Donc en fait, moi j'ai dû rembourser l'intégralité des dettes souscrites frauduleusement, puisque il se trouve que mon employeur, j'avais souscrit des dettes auprès de lui. Et sur un dossier de surendettement, soit le dossier est intégralement effacé, et donc toutes les dettes, quelles qu'elles soient légales ou non légales. Et donc moi j'ai choisi de rembourser l'intégralité des dettes pour pas faire défaut à mon employeur. Moi, j'ai dû tout rembourser et ça m'a endettée sur plus de 10 années pour rembourser tout ce qu'il avait souscrit. Et puis, la seconde raison, c'est, je viens de le dire, j'ai travaillé au sein d'un établissement bancaire. Donc, moi, mon engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes, ça vient d'un processus de pair et danse, en fait, où j'ai été grand témoin pour la police, la gendarmerie. Dans le processus de pair et danse, il se trouve que j'ai commencé à accompagner des victimes. J'ai fait ça pendant 10 ans, mais c'était pas ma source de revenus puisque je travaillais toujours au sein d'un grand établissement bancaire. Et en fait, à un moment donné, j'ai vu mes deux pratiques converger, puisque j'ai rencontré des clientes victimes de violences économiques. J'ai aussi longuement éprouvé la sémiologie des inégalités financières au sein de l'établissement bancaire. J'avais vraiment le poste rêvé d'observation à ce niveau-là. Et puis, mon employeur, voyant que je faisais plus d'heures sup, etc., m'a demandé pourquoi. Donc, j'ai expliqué que j'avais un engagement de bénévole au sein d'associations et que j'accompagnais des victimes de violences. Et en fin de compte, j'ai été complètement submergée de demandes, que ce soit pour prendre en charge des collègues, des salariés victimes de violences conjugales, et aussi des clientes sur toutes les agences. Donc moi, j'ai voulu, au sein de mon établissement, faire ce qu'a fait Paola Vieira au sein du groupe BNP. Ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que la hiérarchie et l'inertie, les strates de la hiérarchie des très grandes entreprises ont beaucoup de mal à prendre à bras-le-corps cette lutte et à être efficace, à se coordonner. Et c'est le cas pour tous les professionnels de la prise en charge des victimes de violences, ont une énorme difficulté à se coordonner, c'est ça le principal. Et en fait, j'ai décidé de créer mon entreprise de formation des professionnels au moment où, au sein de mon établissement bancaire, on a essuyé un féminicide où l'agresseur est venu assassiner sa conjointe sur le parking professionnel de ma collègue. Voilà, donc j'ai décidé de prendre la porte et de créer mon entreprise pour revenir former par le haut du chapeau des entreprises et étendre cette formation à tous les professionnels, quels qu'ils soient, puisque on voit qu'il y a des moyens d'action, et notamment pour que les femmes conservent leur autonomie financière quand elles travaillent. La première chose, quand elles travaillent et qu'elles sont victimes de violences conjugales, c'est qu'elles gardent leur travail, quoi. Je me suis dit qu'il fallait former le plus de professionnels possible et sur des champs d'action très étendus. Donc je fais varier mes formations, mais bien évidemment, j'ai axé tout le lancement de mon entreprise sur la formation des banquiers. Au vu de ton expérience et de tout ce que tu à plus d'équité financière au sein des couples. Il y a de l'éducation financière des femmes à faire, ça c'est indiscutable, et il faut le faire, et il faut leur donner ce pouvoir sur leur argent. Et puis il faut former les couples aussi au moment de l'ouverture du compte joint, par exemple, de ne pas souscrire les produits bêtement parce qu'ils le demandent, de demander pourquoi, et d'expliquer les conséquences à chacun en cas de séparation, et de veiller à ce que chacun au sein du couple reste autonome financièrement. On va revenir effectivement sur toutes les ressources et les clés, parce que vous avez déjà abordé pas mal de choses, mais je pense qu'on peut approfondir encore le sujet. Mais avant ça, j'aimerais alors pareil, vous avez commencé à aborder le sujet, mais peut-être toi, tu peux dire aussi, Jessica, dans ton expérience, comment ça s'est manifesté. C'est quoi les premiers signes, si on peut dire, de violence économique? Par quoi Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut d'abord repérer, c'est les marqueurs de ce qu'on appelle les marqueurs de contrôle coercitif. Donc, ça va être l'isolement de la victime, de son réseau social, de ses amis, de sa famille. Et ça peut être géographiquement aussi, de voir si elle passe beaucoup de temps au domicile, si elle travaille ou si elle travaille pas. Et ensuite, il faut se poser la question, et donc pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de poser la question franchement des violences économiques. Ce qu'il faut repérer, c'est si elle a une autonomie financière, et si elle en est privée, et si elle en est privée, pourquoi elle en est privée. Est-ce que c'est au niveau de son patrimoine? Est-ce que c'est au niveau, par exemple, de ses moyens de paiement? Il y a beaucoup de femmes qui sont privées de moyens de paiement. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas accès à leur salaire. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais il y a quelques années de ça, beaucoup de femmes avaient un compte joint et le salaire tombait sur le compte joint, mais pas sur leur compte personnel. Il faut poser la question. Il faut savoir écouter la réponse et détecter les différents signaux, les signaux faibles de la violence conjugale.
pour échanger avec la victime. Et cet échange, ça permet à la fois une prise de conscience de la victime elle-même, qui souvent n'est pas consciente ou réfute parce qu'il y a tout un processus d'emprise et tout un schéma psychologique, un impact psychologique important qui fait qu'elle ne peut pas voir. Toi, par exemple, dans ton cas, tu l'as vu rapidement que tu étais en situation de violence? Ah, pas du tout. Moi, alors, déjà, moi, j'ai rencontré mon bourreau, j'étais très très jeune, j'avais 13 ans. À l'époque, je faisais les marchés. Et je me suis pas du tout rendu compte, et au contraire, même, moi j'ai plutôt le profil de la vache à lait, on va dire ça comme ça. J'ai entretenu cet homme sur des années finalement, et je me sentais hyper féministe de le faire. Je me sentais très valorisée d'aller faire les marchés et ensuite de lui verser l'argent. C'est arrivé insidieusement. Pour donner un exemple, je faisais les marchés et en fait, avec l'argent des marchés, je me payais des baskets à la mode, je payais ma cantine et ma carte de transport et j'allais au lycée. Et finalement, moi, j'étais plutôt pimpante, bien habillée, etc. Et donc, rapidement, mon petit copain, lui, avait pas le même niveau de vie que moi, puisque lui ne faisait pas les marchés. Donc, j'ai fini par lui acheter sa première paire de baskets, et puis des vêtements, et puis ses clopes, et puis ses sorties. Voilà, quand j'allais au cinéma, je lui payais la place de cinéma. Quand on allait au resto, je lui payais le resto. Et c'est venu comme ça. Et en fait, moi, j'étais très contente de le faire. Hein. Je le faisais avec beaucoup de cœur, donc j'étais ravie de le faire. Et je me rendais pas du tout compte qu'au final, j'allais faire les marchés pour lui donner l'argent. Et insidieusement, vers l'âge de 15 ans, je faisais les marchés. Et je rentrais du marché et je lui tenais l'argent. Littéralement, tout. Littéralement. Et je m'achetais plus rien avec. Oh, waouh. Ça s'accompagne d'autres types de violences, mais que j'ai perdu... j'étais en pleine construction, mais j'ai perdu mon identité, je ne savais pas qui j'étais. Il y avait des petites violences psychologiques qui peuvent avoir l'air de rien du tout, mais par exemple, moi, il aimait bien me faire passer pour une bourgeoise, et je prenais ça quasiment comme une insulte à l'époque, parce que je viens d'un milieu modeste, et moi, je me suis battue pour gagner de l'argent et pour être le plus autonome possible dès le plus jeune âge. Et donc, en fait, quand il me traitait de petite bourgeoise, j'avais le sentiment d'être égoïste, et donc voilà, je lui donnais l'argent. Et tu sais ce qu'il en faisait du coup? Il s'achetait des trucs, il sortait vraiment beaucoup. Pour lui, c'était pas dans une optique de construction. Lui a jamais eu l'intention de partager l'argent que je lui donnais avec moi, par exemple. Donc c'est arrivé assez rapidement, mais assez insidieusement, suffisamment pour que je le voie pas. Par contre, ma famille, j'habitais chez ma maman à l'époque, évidemment, et ma maman, elle voyait très bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je payais plus ma carte de transport, donc je fraudais. J'étais plus habillée du tout, donc elle voyait pas à quoi ça servait que je continue d'aller faire les marchés et de gagner de l'argent, puisque c'est pas moi qui en profitais derrière. Et donc je me mettais en difficulté. Et ça, c'est le schéma d'emprise qui intervient. Ouais. Okay. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été particulièrement jeune, ça a joué? Ça joue beaucoup parce qu'à 13 ans, les adolescentes sont en pleine construction identitaire. Moi, j'ai le souvenir que très vite, je mentais beaucoup à ma mère pour dissimuler ce que je vivais. Je sentais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, que c'était pas très logique. Je perdais mes amis les uns après les autres. Il était devant le collège puis le lycée quand je quittais l'école. Donc, voilà, très vite, j'ai été isolée de tout mon réseau. Je me suis refermée sur moi-même, je mentais pour dissimuler les choses, pour cacher ce que je vivais. Et puis c'est allé crescendo jusqu'à la naissance de ma fille à 25 ans, où là j'ai découvert l'ampleur de la catastrophe. Ce qui m'a permis d'ouvrir les yeux, c'est d'être enceinte. J'ai ouvert les yeux sur l'ensemble des violences que j'avais vécues. Et après, quand on ouvre les yeux, ce qui est compliqué, c'est de se détacher de l'emprise parce que c'est moche à voir en fait, et qu'il y a une espèce de prise de conscience. Ce qui m'a mis un coup de pied aux fesses pour agir, et c'était l'impératif de sauver ma fille parce que je sentais que j'allais mourir en fait. Il reviendra. Toi, Valérie, dans les femmes que tu as pu interviewer, justement, qui étaient victimes de violences, est-ce qu'elles ont donné d'autres récits ou d'autres choses qui... À chaque expérience, de toute façon, dans ces schémas de violence est unique, mais c'est vrai que la jeunesse a pu favoriser, mais ça peut arriver à n'importe quel âge, et ça peut surtout arriver dans n'importe quel milieu, qu'il y ait de l'argent ou qu'il n'y en ait pas. Ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas de prédéterminisme, en fait. C'est vraiment lié à la personnalité de l'agresseur, en fait, qui va utiliser
ce moyen-là de l'argent comme un moyen d'emprise et de contrôle. Et c'est vrai que ça peut démarrer par des choses très insidieuses. Moi, je parlais hier avec une femme qui me racontait, quand elle s'est mise en couple assez tardivement, son conjoint voulait qu'elle ferme son compte bancaire personnel, qu'il n'ait justement qu'un compte joint. Et elle avait déjà 36, 37 ans, donc elle avait eu l'habitude d'être autonome, etc. Et elle m'a raconté qu'elle s'est battue pendant 3 semaines et que ça a vraiment tendu la relation pour lui dire non, je garderai, on ouvre un compte joint si tu veux, où on met nos dépenses communes, mais je garderai mon compte bancaire personnel. Et elle me dit, on s'est vraiment, enfin, ça a été extrêmement tendu. Et elle pense même que quelque part, ça a commencé à fissurer la relation, alors même qu'ils commençaient à s'installer ensemble, ils se sont séparés depuis, mais parce qu'elle a tenu bon sur cette question de « je garderai mon compte bancaire personnel ». Donc effectivement, ça commence par des choses très insidieuses. Ça peut être aussi quelqu'un, un des, on va dire, ce qui fait le lit aussi des violences économiques, c'est que globalement, encore aujourd'hui, les femmes gagnent moins d'argent que les hommes. Hein. Donc il faut le rappeler, dans à peu près 3/4 des couples, c'est l'homme qui gagne le plus. Et donc ça, évidemment, c'est un terreau favorable pour les violences économiques. Et ça peut prendre différentes formes. C'est par exemple un homme donc, qui a un salaire confortable et qui impose un certain train de vie à sa conjointe, qui, elle, au début, va vouloir suivre un peu comme... alors, c'est un autre cas que Jessica, mais en se disant, je suis une femme, je suis indépendante, on est à égalité, donc je vais payer autant que lui. 50-50. Voilà, par exemple, 50-50, alors que mon salaire est 20% inférieur. Et bah, qu'est-ce qui se passe ? La femme, elle s'appauvrit et à un moment elle va peut-être dire bah écoute non là cet hôtel on part en vacances il est trop cher ou bah, ce restaurant non l'homme va commencer alors, le conjoint à l'humilier à la critiquer en disant mais comment tu peux pas t'es pas en mesure de etc. Et ça peut partir comme ça. Moi j'ai rencontré des femmes vraiment dans tous les milieux, des femmes par exemple de chefs d'entreprise qui se sont aussi arrêtées de travailler pour élever les enfants. Et alors ça, c'est un autre schéma assez classique, entre guillemets, c'est-à-dire c'est le conjoint qui dit... mais arrête-toi, moi je gagne très bien ma vie, donc il n'y a pas de problème, occupe-toi des enfants, voilà, et puis si tu veux aller faire des achats, je te donne un chéquier, etc. Oui, mais résultat, la femme n'a plus de revenus, rien n'est mis en place par le conjoint pour compenser la perte de revenus liée au fait qu'elle s'arrête pour élever les enfants, et puis si un jour elle veut se séparer, eh ben, elle n'a aucun moyen, alors qu'elle vit, moi j'ai échangé avec une femme qui vivait donc en province, milieu de notables, provincial, etc., qui vivait très confortablement, à une grande maison, une autre dans le sud, etc. Le jour où elle a voulu partir, elle n'avait pas un centime. Voilà. Alors que c'est une femme qui avait fait des études, qui donc elle s'est remise à travailler, etc. Mais la source de tout ça, c'est de se rendre compte que effectivement, à partir du moment où on gagne sa vie, eh bien, il faut garder d'abord la maîtrise de son salaire. Et comme Jessica l'a dit très justement, c'est assez récent, c'est la loi de Marie-Pierre Rixain de décembre 2021 qui a donné l'obligation de verser le salaire d'une personne sur un compte dont elle est au moins co-titulaire. Il faut qu'il y ait le nom de la personne. Avant, l'employeur pouvait verser le salaire de quelqu'un sur un compte tiers. C'est quand même incroyable quand on y pense. Donc, ça dépossédait immédiatement la personne de ses moyens financiers. Mais enfin, je le redis parce que il y a quand même presque un tiers des Français en couple qui n'ont pas de compte personnel bancaire. Et là, qu'on soit homme ou femme, je le redis, on peut s'aimer très fort et avoir un compte personnel bancaire, ça ne change rien. Enfin, je veux dire, au sentiment et à l'amour que vous éprouvez, vous pouvez avoir un compte joint, mais gardez toujours un compte bancaire personnel. C'est la première chose essentielle. Et ensuite,
garder le contrôle sur ses moyens de paiement. Donc effectivement, ne partagez pas vos codes, ne donnez pas votre carte à votre conjoint en disant bah tiens, vas-y, t'as pas la tienne, surtout avec le sans contact aujourd'hui, etc., où on peut tout faire. Après, évidemment, il se passe des choses de manière beaucoup plus avec une volonté de dissimuler, comme l'a raconté Jessica, c'est le conjoint qui va contracter des dettes, par exemple un prêt à la consommation, en mettant le nom de la conjointe, en imitant sa signature, par exemple, ou en disant au banquier, non, mais elle est d'accord, elle est pas là, mais vous pouvez considérer qu'elle est d'accord, etc. Et là, il y a de la dissimulation, et c'est là où la question des banques est intéressante, et où la prise de conscience qui est en train de se faire dans les banques est intéressante, parce que, effectivement, les banques peuvent être des complices passives, si elles n'agissent pas, en fait, si elles ne forment pas les conseillers financiers à ces situations. Tout à fait. D'ailleurs, Jessica, c'est ce qui s'est passé dans ton cas pour que ton conjoint puisse contracter des dettes à ton nom, c'est ça? C'est qu'il a ouais, c'est ça. Donc, c'était essentiellement des prêts en ligne et donc, il m'a enregistré en ligne soit comme co-empruntrice, soit comme caution solidaire. Et après, lui était insolvable, donc c'était pas compliqué. Tout le monde s'est retourné vers moi. J'étais la seule à avoir un job, donc... On le voit très fréquemment parmi les victimes que j'accompagne, par exemple. J'ai une femme qui a un niveau de vie plutôt conséquent, voilà, qui a un bon salaire. Monsieur s'est installé dans sa maison, donc elle était propriétaire du bien immobilier. À l'intérieur du bien, ils ont fait surprenant, ils ont souscrit un prêt travaux à leurs deux noms dans le logement de madame. Okay. Donc déjà, ça surprend. Pourquoi l'établissement bancaire fait un prêt aux deux noms alors que c'est le logement de madame et que ça a une conséquence sur le patrimoine de monsieur? Donc, il y avait au moins une information à faire à ce niveau-là. Et puis, madame a été victime de violences conjugales, s'est séparée de son conjoint et aujourd'hui, la situation est celle-ci. Monsieur vit dans son bien, dans sa maison, dont elle paye le prêt travaux toute seule, puisqu'elle est solidaire du prêt, et que monsieur est insolvable. Et elle lui reverse une prestation compensatoire. C'est lunaire. C'est complètement lunaire, mais c'est sa situation actuelle aujourd'hui. Donc elle a plus de logement, elle est saignée aux 3/4 de son salaire, et elle n'a pas d'issue légale pour la dissolution du patrimoine qui se fera un jour, mais avec les délais légaux... pour l'instant, c'est un stand-by qui est insupportable et qui la ruine complètement, qui la met sur la paille. Mais... Ce qui est intéressant dans ce que dit Jessica, c'est aussi l'organisation de l'insolvabilité. Ouais. En fait, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le cas de ces violences économiques, souvent, on voit le conjoint qui organise son insolvabilité pour ne pas être sollicité pour repayer, inquiété, et la femme, parce qu'il faut savoir que quand on est marié, alors à la fois le mariage est une protection, il faut le dire, le mariage est une protection, quand on vit en union libre, on a zéro protection. Le mariage est une protection, mais en même temps, quand on est marié, on est solidaire, et notamment on est solidaire des dettes. Et donc, et même quand on se sépare, on reste solidaire des dettes contractées pendant la vie commune. Donc, c'est une autre forme de violence conjugale que d'organiser son insolvabilité et de laisser l'autre tout payer. Voilà, tout payer. Du coup, moi, ma mère m'a toujours dit « marie-toi sous contrat ». J'imagine que ça doit être une des solutions, peut-être. Il y a plein de solutions. Ce qu'il faut, c'est étudier au cas par cas la situation patrimoniale de chacun. Et ce qu'il faut, c'est réaliser une éducation financière qui reste à faire. De façon pratico-pratique, quelles sont les ressources pour les personnes, les ressources ou outils pour les personnes qui se rendent compte, par exemple, en regardant cet épisode, en fait, je fais partie de ces personnes-là qui sont en situation de violence économique. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire de façon concrète aujourd'hui pour essayer de retrouver de l'autonomie financière? Alors, il y a déjà pour identifier si on est ou pas en situation de violence économique, il y a 2 outils qui sont intéressants. Il y a un outil qui a été mis en place par 3 avocats qui s'appelle le violentomètre économique. Sur la base du violentomètre du centre Hubertine Auclair, ça liste un certain nombre de situations et ça les met dans 4 colonnes, du vert au rouge, en passant par le jaune et l'orange.
Donc vous comprenez bien, si vous êtes dans le vert, tout va bien. Si vous êtes dans le jaune, attention, il y a des choses qui commencent à devenir un petit peu inquiétantes. Dans le orange, ça commence à sentir le roussi, et dans le rouge, ça va pas du tout, du tout. Donc là, déjà, lire les situations et se dire, je suis dans cette situation ou pas, permet de se rendre compte. Voilà, donc par exemple, le conjoint vous empêche de travailler, ça, vous êtes dans le rouge. Le conjoint souscrit des prêts sans vous en informer, vous êtes clairement dans le rouge. Donc, il se trouve sur Internet, il s'appelle le violentomètre économique. Et puis, il y a un autre test qui a été mis en place par les Glorieuses, donc la newsletter des Glorieuses qu'évoquait Jessica, qui a fait l'an dernier le sondage avec l'IFOP sur les violences économiques en France. Et donc, elles ont fait un test avec 25 questions, en fait. Donc, vous répondez à chacune des questions, oui, non. Et selon le taux de réponse, ça vous dit, vous êtes dans une zone à risque ou pas à risque. Donc ça, première chose à faire. Si on se dit qu'on est un peu... Si on se questionne, on commence à se dire. Commence à se questionner. Mais avant même de se questionner, il y a des bonnes pratiques à avoir sur l'argent. Et donc, c'est effectivement tout l'enjeu de cette éducation et information économique et financière que nous, on porte chez Vive Média. Donc, c'est d'abord de se dire, et je le répète, d'avoir un compte bancaire personnel, même si on est en couple. C'est ensuite d'avoir une discussion sur l'argent très vite quand on s'installe à deux. Des créances, sur la répartition des dépenses. Puisque aujourd'hui, en plus, on est dans une époque où l'égalité prime, donc on a tendance à se dire on fait 50-50. Le 50-50, c'est très bien si chacun perçoit le même niveau de revenu. Mais sinon, c'est un piège. Et il faut bien l'avoir en tête. Et la vraie équité, c'est de faire à proportion des revenus de chacun. À proportion des revenus de chacun. De même, il ne faut pas se dire, comme monsieur gagne plus et madame moins, monsieur va prendre en charge les grosses dépenses, le loyer, la voiture, et madame, les petites dépenses du quotidien, qui en fait, quand on les ajoute, les petites dépenses du quotidien, elles ne sont pas si petites, et puis surtout, s'il y a séparation, monsieur garde du patrimoine et madame n'a plus que ses yeux pour pleurer, ou les pots de yaourt, comme le dit Tipiou Lecoq, la fameuse théorie de monsieur voiture et madame pot de yaourt. Donc, parler sur la répartition des dépenses, ça c'est sur le quotidien, puis après il y a la question de l'épargne donc, et du patrimoine. Donc évidemment on peut acheter un appartement ensemble, etc. Mais il est important de toujours avoir une épargne personnelle aussi, et notamment une épargne personnelle de précaution qui va permettre, si on doit se soustraire à un conjoint violent, de pouvoir quitter, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que souvent ces violences économiques, et Jessica l'a raconté dans son histoire, elles vont avec d'autres types de violences conjugales qui peuvent être des violences psychologiques, physiques, sexuelles, etc. Donc, à un moment, la question et l'urgence, c'est cette capacité à partir, tout simplement. Et cette capacité à partir, c'est évidemment une capacité psychologique, mais c'est aussi une capacité financière avec l'enjeu clé du logement, en fait. L'enjeu clé du logement. Donc, avoir sa propre épargne personnelle est importante aussi. Et effectivement, toujours ne pas hésiter à aller passer devant un notaire, aller voir un notaire pour contractualiser ce qu'on fait ensemble autour de l'argent, c'est-à-dire si par exemple on achète un appartement ou voilà, avoir d'abord un tiers qui a un regard sur la façon dont c'est réparti et qui peut peut-être alerter en voyant voilà. Et puis pour les femmes, j'ai envie de dire, ne squeezez pas les rendez-vous à la banque, allez avec votre conjoint voir le banquier, même si c'est pas le truc le plus sympa à faire le samedi matin. Allez-y, informez-vous, ne laissez pas. J'ai encore une femme qui me racontait que son conjoint gérait tous les placements, la déclaration d'impôt. Le nombre de femmes qui ne mettent pas le nez dans la déclaration d'impôt. Mettez le nez dans votre déclaration d'impôt. Sachez par exemple que vous pouvez avoir des taux différenciés d'imposition si vous n'avez pas le même niveau de revenu. Or, l'État, encore pour cette année, ça va changer en 2025 grâce à Marie-Pierre Rixin, la députée, mais jusqu'à cette année, l'État implique par défaut un taux dit personnalisé qui, en fait, mutualise les dépenses du couple. Et donc, le taux d'imposition va finalement être amoindri du fait des revenus plus faibles de la femme. Ça va profiter à celui qui gagne le plus. Forcément. Mais celle qui gagne le moins, non. Donc voilà, c'est se dire, voilà, prenez... Mettre le nez en fait dans les finances et comment elles sont gérées. Voilà. Et ça, quel que soit votre niveau de revenu. C'est important de le faire. Jessica, tu as quelque chose à ajouter ?
Oui, alors évidemment, le violentomètre des violences économiques me paraît plutôt très bien fait et ça permet de se situer dans l'échelle des violences économiques. À mon avis, il faut étendre ce questionnement et aller... Alors moi, je préconise plutôt l'utilisation d'une application qui s'appelle Opalcare. Et qui permet d'évaluer ces fameux marqueurs de contrôle coercitif et d'avoir une vision plus globale des violences conjugales. Et à l'intérieur du questionnaire Opalcare, il y a toutes les questions qu'on va retrouver sur le violentomètre et sur le site des Glorieuses, qui est également très bien fait et qui permet de se situer, et notamment d'un point de vue patrimonial. C'est ça qui est intéressant sur le questionnaire des Glorieuses, qui ne voit pas que le quotidien financier, mais aussi l'impact sur le patrimoine. Et Valérie l'a très bien dit, effectivement, il faut se rendre au rendez-vous, il faut se pencher sur la question des finances dès le départ, donc il faut s'y intéresser. Il faut savoir que on a été conditionné pour ne jamais s'occuper de l'argent, hein. C'est un vieil héritage patriarcal. Nous, on est plutôt autour du soin, ce qui fait que, bien évidemment, on va pas hésiter à ouvrir un compte d'épargne, mais au nom des enfants, pour mettre de l'argent de côté pour leurs études, etc. Ça ne nous est jamais destiné. Et à mon avis, à chaque étape de la vie, il faut s'interroger, en cas de séparation, quel sera l'impact de ce que je suis en train de faire sur mon patrimoine. J'ouvre un compte d'épargne à mon enfant, je vais mettre de l'argent de côté pour sa vie à lui, etc. Mais en cas de séparation, moi, qu'est-ce que j'ai ? Et en fait, c'est là que le bas blesse et qu'on se rend compte que les femmes sont les moins bien équipées au niveau des produits financiers, économiques, bancaires. Au niveau des moyens de paiement, évidemment, la base, c'est d'avoir ses propres moyens de paiement. Mais il est nécessaire aussi d'ouvrir ses comptes d'épargne, de s'intéresser à son épargne, à son patrimoine, à la manière dont on l'acquiert, puisqu'on voit que la répartition des dépenses au sein des ménages, elle n'est pas du tout équilibrée. Et il faut garder une seule chose en tête, à mon avis, dès le départ, c'est que nous, les femmes, tout au long de notre parcours de vie, on va s'appauvrir. Et tout au long du parcours de vie des hommes, ils vont s'enrichir. Donc nous, on s'appauvrit quand on fait des enfants, on s'appauvrit quand on doit aider quelqu'un de notre famille, on s'appauvrit quand on doit réduire notre volume de travail pour s'occuper des enfants, quand on passe à temps partiel, on s'appauvrit tout au long de notre cursus professionnel parce qu'on ne demande jamais d'augmentation, on va s'appauvrir comme ça en situation de divorce. Si on vit seul, il faut savoir que une femme qui se sépare de son conjoint et qui vit seule avec ses enfants, 20% d'entre elles vont s'appauvrir de manière plus ou moins conséquente, mais elles vont s'appauvrir. Pour les hommes, c'est 3%. Donc on voit bien que pour eux, un impact d'une séparation n'a pas du tout le même impact financier que pour les femmes. Donc il faut garder en tête que aujourd'hui on n'est pas sur une égalité homme-femme, qu'on s'appauvrit tout au long de notre vie et comme ça jusqu'à la retraite. La retraite, c'est le couperet qui a tendance à nous achever, mais c'est là que va se cristalliser tout ce qu'on n'a pas eu de tout au long de notre vie. Et donc ça signifie que pour y pallier, il faut inverser la tendance. Si on a moins d'argent que notre conjoint, ce qu'il faut, c'est en priorité payer des dettes dites qui rentrent dans le patrimoine. Payer la voiture, payer la maison, en priorité. Pas payer la cantine, pas payer le sport des enfants, ni les rhabiller. Voilà. Se constituer un patrimoine. Voilà, toutes les dépenses qui sont invisibles, en fait, et qui sortent complètement de la visibilité du patrimoine. Le fameux syndrome du pot de yaourt. Et encore une fois, c'est vrai que cette tendance à l'appauvrissement que décrit très bien Jessica, évidemment, ça fait le lit des violences économiques. Bien sûr. Voilà. Et ça fait le lit de la domination. La clé. Voilà. Tout à fait. Très rapidement, est-ce que vous auriez aussi des conseils pour les personnes qui sont proches de personnes qui sont en situation de violence économique? Comment on fait, supposons qu'on constate on connaît quelqu'un qui est en situation de violence économique, comment on lui vient en aide, comment on soutient cette personne, comment on lui tend la main? En disant qu'on est là, il y a une chose importante à retenir, c'est la temporalité des victimes. Une victime qui n'est pas prête, elle n'est pas prête. Donc, ce qu'il faut, c'est semer des petites graines, apporter du soutien, un soutien inconditionnel pour aider la victime. Bien évidemment, si elle se situe en danger, il faut évaluer cette situation de danger et au besoin faire un signalement au parquet auprès du procureur pour signaler la situation de danger imminent.
mais il faut accompagner cette personne avant tout. Il y a des femmes qui ne parviennent pas tout de suite à s'extraire d'une situation de violence. Il y a aussi l'impact des enfants qui est très important au moment de la séparation, et beaucoup de femmes, je pense à celles qui ne travaillent pas, qui n'ont aucune source de revenus, qui savent qu'en cas de séparation, elles peuvent perdre la garde de leur enfant, et donc forcément ça a un impact qui les empêche aussi de partir. Il faut les accompagner, il faut les entourer, et il faut les entourer d'une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire une personne ne pourra pas faire le job. Il faut les entourer d'un maximum de professionnels. Pour ce qui s'agit des violences économiques, il faut trouver un banquier formé à ça, une association, à mon avis, qui sera formée et qui sera à même de trouver d'autres professionnels, un bon avocat, même si elle ne s'extrait pas tout de suite de la situation de violence. On peut espérer qu'elle le fasse. Il faut préparer le terrain, et surtout il faut lui montrer qu'elle n'est pas seule, et il faut l'entourer un maximum, et on s'aime comme ça, et on obtient des résultats puisqu'il y en a qui arrivent à s'extraire, mais ça nécessite de trouver un ensemble de solutions qui répondent à plusieurs critères métiers: sa sécurité physique, sa sécurité financière, qu'elle conserve son travail, son logement, les enfants, l'école, la garde. Il y a beaucoup de femmes qui vont pas se séparer parce que soit elles pensent qu'elles vont perdre la garde de leurs enfants, ou soit elles savent qu'elles vont devoir partager la garde de leurs enfants. Et il y a tout un phénomène de ce qu'on appelle des violences vicariantes, qui sont des violences post-séparation, où on va utiliser les enfants pour détruire la victime, la conjointe victime. Donc il faut être là. La première chose, c'est d'être là, de comprendre qu'il y a une temporalité, et qu'elle n'est pas forcément celle de tout le monde, et qu'il faut en moyenne 7 à 8 allers-retours pour une victime pour arriver à s'extraire de la situation de violence. On peut peut-être ajouter qu'il existe, en tout cas au niveau des politiques publiques, il y a eu une prise de conscience aussi, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire quand même autour de cet enjeu des violences économiques, que ce soit dans les banques. Je parlais de BNP tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres banques qui ont agi, notamment en permettant l'ouverture très rapide d'un compte bancaire en nom propre, sans frais, sans nécessité de donner une adresse, par exemple, parce que l'enjeu de l'adresse est quelque chose d'important si un conjoint violent veut vous retrouver, etc. Il y a des banques, notamment comme le Crédit Mutuel, qui ont travaillé là-dessus, la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, et puis du côté de la puissance publique, il y a ce qu'on appelle un pack urgence qui est en test dans plusieurs... PAC Nouveau Départ, il y a le PAC Nouveau Départ qui est en test dans plusieurs départements, et l'aide d'urgence, c'est ça, aide d'urgence, alors qui n'est pas une aide financière énorme, mais qui peut permettre à une femme de quitter, si vraiment il faut qu'elle quitte très très vite le logement, de payer 2 nuits d'hôtel, ou franchement c'est pas un montant très élevé, mais c'est le signe qu'il y a aussi une prise de conscience au niveau de la puissance publique sur ce sujet-là. Et pour compléter, moi je dirais ce qui est important, c'est d'en parler. Donc merci d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour, d'en parler et de donner la parole aux femmes victimes qui sont prêtes à témoigner. Parce que pour quelqu'un qui vit ce type de situation, entendre le témoignage de quelqu'un qui l'a vécu, ça crée des déclics, ça donne aussi espoir quand on voit Jessica aujourd'hui, ce qu'elle a traversé et où elle en est aujourd'hui. C'est pour les femmes qui actuellement vivent quelque chose de terrible, c'est un message d'espoir incroyable que de voir comment Jessica s'est reconstruite et comment elle a transformé ce qu'elle a vécu en maintenant quelque chose qu'elle apporte aux femmes qui vivent la même situation. Donc vraiment le fait d'en parler, de faire entendre des témoignages, pour moi c'est vraiment clé parce que ça aide à des déclics en fait. Merci beaucoup. J'ai une toute dernière question, c'est notre question signature. Rapidement, c'est quoi pour vous l'empowerment ? Alors, je crois que c'est une prise de pouvoir, mais une prise de pouvoir par les femmes et pour elles-mêmes. Je pense que beaucoup de femmes ne prennent pas ce pouvoir et se laissent du coup dominer, parce que d'autres prendront le pouvoir. Elles ont le pouvoir d'agir, elles ont le pouvoir aussi de dire non. C'est un pouvoir important, donc je crois que la clé du pouvoir, c'est de bien se connaître soi-même et de s'aimer soi-même. Alors moi, j'aime bien parler d'empuissancement parce que j'aime bien la langue française. et en fait, je pense que c'est révéler la puissance qu'on a en nous, parce qu'en fait, les femmes sont puissantes en fait. Et c'est une question de révéler
en fait cette puissance et de s'autoriser à l'exprimer parce qu'on a été conditionné par des siècles d'éducation, de positionnement social, etc., à laisser ça en friche d'une certaine façon, mais alors que ça existe en fait. Et finalement, enfin, la première puissance des femmes, on la connaît, c'est celle de donner la vie. Et c'est justement parce que les femmes ont cette puissance-là qu'on a essayé de contrôler les femmes, de dominer leur corps, de dicter leur vie, etc. Et donc, cette puissance qui est une puissance immense, en fait, elle en génère énormément d'autres, en fait. Donc, pour moi, l'empowerment, l'empuissancement, c'est vraiment révéler la puissance des femmes et s'autoriser à être puissante. Ah, j'aime beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux, vraiment, pour tous vos partages. Je pense que c'était vraiment riche et c'était très important qu'on en parle. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Merci à toutes et à tous qui nous avez regardés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre. On continue la discussion en commentaire et à très vite pour un prochain épisode.